N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et ça soutient vraiment la chaîne. En 1941, Hitler avait refusé l'indépendance des pays arabes. Mais avait-il renoncé définitivement à leur aide ? En réalité, en agissant ainsi, il maintient la ligne politique menée avant la guerre d'Irak de 1941. Pour lui, le bassin méditerranéen n'est qu'un front secondaire réservé à son allié italien, un allié dont il redoute les initiatives hasardeuses. Pour calmer le grand moufti, Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, lui envoie, ainsi qu'à al-Jilani, une lettre précisant que l'indépendance et la liberté des pays arabes, souffrant actuellement de l'oppression britannique, est aussi le but du gouvernement allemand. L'Allemagne est prête à apporter son appui aux pays arabes du Proche-Orient dans leur lutte pour leur libération et à reconnaître leur souveraineté et leur indépendance et à donner son accord, si tel était le désir des intéressés, à leur fusion ainsi qu'à la suppression du foyer judéo-national en Palestine. Ce document ne concerne que le Proche-Orient, il tient donc compte à la fois des demandes des deux leaders du monde arabe et des remarques de Hitler. Il n'intéresse pas les pays du Maghreb sous souveraineté française. Partiellement satisfait, le grand moufti passe à l'action. Il avait déjà donné une preuve de son efficacité en aidant à la formation de la Légion arabe. Constituée de prisonniers de guerre musulmans volontaires pour se battre aux côtés des puissances de l'Axe, la Deutsch-Arabische Lehrabteilung est rassemblée au cap Sounion, au sud d'Athènes, sous les ordres du général d'aviation Felmy. Ses effectifs s'élèvent en décembre 1941 à 25 à 30 pilotes. Étudiants arabes vivant en Allemagne et volontaires syriens, ils ont choisi de servir dans la Wehrmacht. Le grand moufti est prêt à aider Felmy sous certaines conditions. Il veut tout d'abord la constitution d'une véritable armée arabe composée de troupes régulières ou de corps francs. Formée au camp du cap Sounion, elle doit être placée sous les ordres d'officiers arabes. L'OKW ou Oberkommando der Wehrmacht, l'organe de commandement suprême des forces armées allemandes, refuse. Pourtant, les deux partenaires y trouveraient leur intérêt. Pour le grand moufti, ce serait l'embryon de son armée. Pour les Allemands, la constitution de la Légion arabe a son importance. Ces hommes connaissent le pays et la mentalité des populations. Le moufti s'oppose à l'utilisation de cette armée dans le Caucase car les conditions climatiques ne peuvent convenir aux Arabes. Il estime, à juste titre, que ce bataillon serait plus opérationnel en Égypte. Mais malgré ces protestations, le haut commandement envoie la section spéciale dans le Caucase. Elle prendra alors le nom de Deutsches Orient-Korps en septembre 1942, ce qui veut dire le corps allemand d'Orient. Elle est composée d'un bataillon arabe, le DAL, d'un bataillon allemand, d'un bataillon de chars et d'une escadrille chargée d'assurer les liaisons et d'envoyer des tracts de propagande. Placé sous les ordres du capitaine Schauber, le bataillon arabe comporte 4 compagnies. Une compagnie d'Arabes de Palestine, de Syrie et d'Irak, une compagnie d'Arabes d'Afrique du Nord, anciens membres de la Légion française sur le front Est, et de 2 compagnies qui seront recrutées grâce à l'aide d'Hamid al-Husseini et de son neveu Moussa. Sur 6000 hommes, ce corps compte 800 Arabes. Le grand moufti s'intéresse essentiellement aux 30 à 40 Arabes de Palestine qui représentent l'épine dorsale du bataillon arabe. Amin al-Husseini est l'interlocuteur privilégié des puissances de l'Axe, mais il n'est pas le seul. Il subit la concurrence de Rachid Ali al-Jilani. L'ancien premier ministre du royaume d'Irak est soutenu activement par Fritz Groba, le diplomate, Helmut Felmy qui dirige la Grèce occupée, et l'OKW, c'est-à-dire le haut commandement allemand. Les deux chefs nationalistes s'affrontent dans une lutte d'influence sans merci. Ils cherchent tous deux à se faire reconnaître comme chef unique et porte-parole du mouvement pan-arabe.
À l'Auswärtiges Amt, le ministère des Affaires étrangères allemand, on s'interroge. Gilani n'a pas le prestige du Mufti, il se fait appeler Führer, ce que l'on juge déplacé et ridicule. Les deux hommes sont complémentaires, mais le grand Mufti a plus d'atouts. Son prestige de chef spirituel est grand dans le monde arabe, et il correspond et a l'oreille de tous ses leaders. Il a même réussi à appeler, en août 1942, les musulmans d'Inde à la révolte contre l'autorité britannique. La balance penche donc en sa faveur, même si, pour des raisons militaires, Gilani peut rendre des services. C'est donc El-Husseini qui est considéré comme le représentant de la nation arabe. Au cours d'une importante réunion qui se déroule à Rome le 15 septembre 1942, en présence de représentants allemands et italiens, du contre-espionnage et de l'armée, le grand Mufti propose de créer un grand centre de propagande pour faciliter la collaboration entre les pays arabes et les puissances de l'Axe. Des agents et des honorables correspondants partiraient vers l'Égypte et les autres territoires arabes pour y organiser des actes de sabotage. En échange, ils réclament à nouveau un droit de regard sur les formations arabes du Cap Sounion, base logistique arabe en territoire grec occupé par l'Allemagne, ce qui lui est immédiatement refusé. Le bataillon arabe doit rester dans les mains allemandes, même s'il est destiné à combattre au Maghreb sous les ordres de Rommel, le commandant en chef de toutes les forces d'Afrique du Nord. À cette date, le grand Mufti est néanmoins devenu un agent très efficace de l'Abwehr, le service des renseignements allemands. Il va même jusqu'à prévenir les services du contre-espionnage de l'imminence d'un débarquement sur les côtes marocaines en septembre 1942, la fameuse opération Torche. Wilhelm Canaris, chef de l'Abwehr, en informera Hitler qui ne le croira pas. Au lendemain du débarquement allié en Afrique du Nord, Joachim von Ribbentrop sollicite l'aide d'Amin el-Husseini. Flatté, celui-ci s'exécute et le 9 novembre 1942, il lance un premier appel sur les émetteurs allemands et italiens à destination de l'Afrique du Nord. 2 jours plus tard, il le renouvelle sur Radio Bari. Il y met en garde les populations musulmanes contre la propagande anglo-saxonne. Il fustige les groupes de pression juifs américains, obstacles sur la route des populations arabes vers leur indépendance. Quant aux juifs du Maghreb, ils sont accusés d'aider les agresseurs américains en leur servant d'espions. Les Américains sont par conséquent devenus leurs valets, et donc les ennemis de l'islam. Habilement, le Mufti ne mentionne pas les puissances de l'Axe dans son message aux populations du Maghreb. Elles ont été marquées par la propagande anglo-saxonne et française, et il tient aussi compte de la haine et même du mépris éprouvé par ces populations à l'encontre des commissions de contrôles italiennes. Il propose alors à Joachim von Ribbentrop et au comte Tchiano d'appeler les populations du Maghreb à participer, aux côtés des puissances de l'Axe, à la lutte contre les Alliés, en créant une armée de libération maghrébine composée d'anciens prisonniers de guerre, de travailleurs maghrébins résidant en France et de volontaires trouvés sur place en Afrique du Nord. Il faudrait donc lancer un appel à la révolte contre les troupes alliées, appel destiné aux soldats maghrébins de l'armée française d'Afrique et aux différentes tribus de la région. Après une courte formation, ces hommes pourraient être utilisés en Afrique du Nord, puis sur d'autres théâtres de la guerre, comme le Moyen-Orient. Il songe enfin à la création d'un grand centre de propagande à Tétouan, au Maroc. Il ne réclame en échange de cette aide qu'une déclaration des puissances de l'Axe sur l'indépendance du Maghreb. Un autre grand leader du monde arabe, l'émir Chekib Arslan, un prince druze puis sunnite originaire du Liban, abonde dans le même sens. En promettant aux musulmans du nord de l'Afrique l'indépendance complète, mais aussi une alliance politique et économique avec les 2 puissances de l'Axe, les puissances fascistes obtiendront leur appui inconditionnel. Ces arguments portent surtout que les troupes de Erwin Rommel ont besoin de renforts, de ravitaillement et surtout de carburant. La proposition est donc étudiée sérieusement par les services allemands et italiens.
Mais Adolf Hitler refuse car cette déclaration serait en contradiction avec sa politique d'entente avec la France et l'Espagne. Amin al-Husseini réduit alors ses prétentions. Il est prêt à apporter une simple lettre au bey de Tunis afin de lui proposer un accord d'indépendance et de rapprochement avec les puissances de l'Axe. Mais le comte Ciano, interrogé par ses collègues allemands, précise que l'influence du Moufti en Afrique du Nord est des plus réduites et l'envoyer là-bas ne servirait à rien. Hitler juge aussi ce voyage prématuré et seul le chef de l'Abwehr, Wilhelm Canaris, l'approuve et il devra par conséquent s'incliner. Finalement, l'attitude des Allemands reste calquée sur celle des Italiens. Ils ont tous deux conscience du fait qu'al-Husseini ne poursuit qu'un seul but, l'indépendance des peuples arabes. Mais on peut encore utiliser son charisme auprès des populations pour provoquer une révolte des troupes placées sous les ordres des Anglo-Saxons. C'est à l'Auswärtiges Amt, les affaires étrangères allemandes, de créer les conditions politiques susceptibles d'entraîner les Arabes à collaborer avec les Allemands. La Légion arabe, qui se trouvait dans le Caucase, est enfin envoyée à Tunis, malgré l'hostilité de Benito Mussolini, qui n'accepte le transfert que le 31 décembre, car il s'inquiète pour son influence sur l'Afrique du Nord. Elle est chargée de recruter à son arrivée des volontaires dans la population tunisienne. Le grand moufti, qui espérait récupérer pour sa garde personnelle les 30 à 40 Arabes d'origine palestinienne, n'obtient pas gain de cause. Ces hommes ont reçu une solide formation de sous-officiers et peuvent constituer l'épine dorsale de futures compagnies arabes, même s'ils se distinguent par leur indiscipline, comportement jugé inqualifiable par les Allemands. Les volontaires maghrébins sont bien payés. Ils portent un brassard au bras gauche où figure l'inscription « Im Dienst der Deutschen Wehrmacht », ce qui signifie « au service de la Wehrmacht allemande ». Ils font serment de servir comme soldats dans les rangs de l'armée allemande et lutter sous les ordres d'Allemands contre les ennemis de leur pays. Ils s'engagent aussi à se conformer aux instructions qui leur seront données par leurs supérieurs allemands. Après l'arrivée du détachement des Dalles, détachement de l'armée de Lorraine, tiré de la 8e armée française, un bataillon tunisien de 5 à 600 hommes peut ainsi être constitué. Rassemblés au sud de Boufischa, chef-lieu au sud de Tunis, ils apprennent de façon intensive le maniement du fusil mitrailleur et les exercices du combat avant d'être envoyés en ligne à l'est d'Osseltia. Certains d'entre eux ont servi dans l'armée française et sont déjà expérimentés. Manifestement germanophiles, ils croient à la victoire finale du Reich et espèrent qu'elle leur permettra de libérer leur pays et même toute l'Afrique du Nord. Ces troupes seront utilisées par les Allemands lors des derniers combats en Tunisie et arrêtées par les Alliés quand ceux-ci obligeront l'Afrika Korps à refouler vers l'Europe. Amin al-Husseini n'a pas été sollicité pour recruter ce bataillon de volontaires, mais par ses appels, il y a contribué indirectement. La Wehrmacht réussit à former pour le front tunisien une unité comparable dans une certaine mesure à la première grande unité musulmane bosniaque de Waffen-SS destinée à lutter contre les nationalistes serbes et les tchétniks, forces armées yougoslaves en lutte contre les forces de l'Axe. Le grand moufti déclare que les ennemis sont les mêmes en Croatie et en Palestine et qu'il s'agit des Anglais et bien sûr des Juifs. La 13e Waffen-Gebirgsdivision der SS, ou Handschar, compte 19 000 hommes fin 1943. D'autres divisions seront créées par la suite et le grand moufti, qui a aidé à leur recrutement, les passe en revue en mars et octobre 1943. Mais quand l'offensive allemande est lancée en mai-juin 1943, les volontaires musulmans ne sont pas prêts à y prendre part. Ils se sont plus illustrés par leurs atrocités que par leur efficacité par rapport aux forces de résistance de Tito, futur dirigeant communiste de la Yougoslavie libérée. En Tunisie,
ils ne seront pas plus opérationnels. Amin al-Husseini a espéré jusqu'au bout utiliser ses forces au Moyen-Orient. Lors d'un entretien avec un représentant des affaires étrangères allemandes, en juillet 1944, il se dit encore prêt à soutenir de toute son influence l'accroissement des capacités militaires des unités musulmanes de la Wehrmacht. Il souhaite que l'on facilite dans les camps militaires l'instruction des troupes afin de combattre le communisme par l'islam. En effet, il a constaté que l'Union soviétique tente d'étendre son emprise sur le monde islamique, au Proche-Orient et en Afrique du Nord, en y envoyant des mouftis formés à Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan. Le gouvernement allemand, déclare-t-il aux représentants de la division politique du ministère des Affaires étrangères, doit contrer l'influence communiste dans le Proche-Orient et dans le bassin oriental de la Méditerranée par une habile propagande et l'envoi de brochures exposant les tendances sociales de l'islamisme. Après la fin de la campagne, El-Husseini conseille à la diplomatie allemande de créer en son sein une section musulmane comparable à celle qui existe pour l'Inde. On la lui refuse. Il réclame à nouveau d'urgence une déclaration écrite reconnaissant l'indépendance des pays arabes. Les anglo-saxons risquent de supplanter l'Axe dans le cœur des populations arabes. Il faut trouver une parade, l'Irak vient de déclarer la guerre à l'Axe, ne rien faire risque de provoquer d'autres ralliements à la cause des anglo-saxons. Mais Hitler n'est pas prêt à lui donner satisfaction, car son allié italien et le gouvernement espagnol s'y seraient opposés. Wörmann, qui rencontre le grand moufti en mars, lui rappelle que le Führer lui avait, lors de leur entretien en novembre 1941, précisé qu'il jugeait inutile toute déclaration tant que ces pays n'étaient pas aptes à se gérer. Une proposition du moufti est examinée avec plus d'attention. Il suggère aux autorités allemandes de créer un poste émetteur arabe et de lui donner ainsi la possibilité d'intervenir directement pour répondre à la propagande radio des anglo-saxons. Mais en mars 1944, cela n'est plus réalisable, toutes les lignes nouvelles étant prioritairement réservées à la Wehrmacht. Il a néanmoins la possibilité de parler sur de nombreux postes clandestins, à condition d'en avertir les services des affaires étrangères et de leur envoyer au préalable le texte de son intervention. Il est indéniable que la proposition faite par le grand moufti d'influencer par haut-parleur ou par tract les soldats marocains qui se trouvaient sur le front italien a retenu toute l'attention des services. Mais en 1944, ce n'est plus envisageable. Le grand moufti n'obtient que de vagues promesses. L'école de Mollah dont il souhaite l'ouverture ne verra évidemment pas le jour, pas plus que l'unité arabe destinée à se battre contre la brigade juive en Palestine, dont il annonce pourtant en novembre 1944 la création sur Radio Berlin. Le bureau central de la SS a néanmoins cherché à exploiter jusqu'au bout son immense crédit moral et politique. Même si son attitude et son arrogance déplaisent aux représentants de la diplomatie allemande, il passe apparemment son temps à se plaindre et à ressasser ses griefs à l'encontre de Al-Jilani, il obtient tout ce qu'il veut. Un appartement spacieux, à proximité du bâtiment de la SS à Berlin, afin d'y installer son centre de propagande, un bureau de l'Institut arabe, un bureau pour son secrétaire, un autre pour lui, et il touche encore, en avril 1945, 50 000 Reichsmark par mois. En fait, il apparaît que l'aide du grand moufti au service de propagande allemand a été des plus limitées. Très connu au Moyen-Orient, son influence sur les populations d'Afrique du Nord est quasi inexistante. Celle du prince Shakib Arslan, qui parle beaucoup à la radio, est nettement plus importante et plus efficace au Maghreb. El-Husseini poursuit invariablement ses buts. Seul lui importe l'indépendance de la Palestine et des pays arabes de la région. Il est resté jusqu'au bout fidèle à ses alliés de l'Axe et s'est donc sérieusement compromis. Il est arrêté par la première armée française le 5 mai 1945. Les autorités françaises, bien ennuyées, décident de le placer en résidence surveillée dans la banlieue de Paris.
Il y loge avec ses 2 secrétaires, Dervish et Kali. Bénéficiant du statut de réfugié politique, il recevra des visites de personnalités françaises ou arabes. Les Britanniques et les Yougoslaves réclament son extradition en tant que criminel de guerre. Aux États-Unis, le lobby sioniste veut également qu'il soit jugé. Alors que faire de lui ? L'extrader risque de provoquer des troubles au Maghreb et au Moyen-Orient. Anglais et Yougoslaves n'insistent pas trop, mais souhaitent qu'il soit bien gardé en France. Les populations arabes du Moyen-Orient sont satisfaites de la position française et de la manière dont leur leader a été accueilli. Mais Amin el-Husseini s'enfuit le 28 mai 1946 par un avion de la TWA en direction du Caire. Les Britanniques et les mouvements sionistes américains sont furieux. Le gouvernement français doit prendre des sanctions vis-à-vis du préfet de police en fonction lors de l'évasion pour prouver qu'il n'avait pas fermé les yeux. Les autorités britanniques le déclarent persona non grata en Palestine. Sa patrie de naissance lui est donc interdite. À plusieurs reprises, les Anglais protesteront auprès du Caire, où Amin el-Husseini poursuit ses activités anti-britanniques et anti-sionistes. Il jouira encore d'un prestige immense et l'aide qu'il a apportée aux puissances de l'Axe ne lui sera nullement reprochée, du moins pas au départ. Il redevient donc le chef incontesté du mouvement arabe, lutte contre la création de l'État d'Israël en 1948 et se rend même à l'ONU pour refuser le partage de la Palestine. Il est donc à l'origine du premier conflit israélo-arabe en mai 1948 en soutenant la guerre sainte contre les Juifs. Mais il a des ennemis dans son camp et notamment le roi Abdallah de Jordanie, pièce maîtresse des Anglais dans la région. Celui-ci est assassiné le 20 juillet 1951. La joie du grand moufti est si manifeste que les autorités égyptiennes en sont gênées. La révolution de 1952 et le renversement du roi d'Égypte Farouk le sauvent. Il reste un symbole que Gamal Abdel Nasser ne peut renvoyer. Officiellement, il lui laisse l'asile, mais il lui interdit toute activité politique en rappelant son passé et son aide aux puissances de l'Axe. Le passé le rattrape donc et il doit céder la place à des plus jeunes activistes à partir de 1963. Il mourra en 1974 à Beyrouth au Liban, à l'âge de 89 ans, sans avoir jamais revu ni Jérusalem, ni la Palestine. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous pouvez l'indiquer en commentaire, mettre un petit pouce bleu vers le haut, et bien sûr, vous abonner, c'est gratuit et ça permet de bien soutenir la chaîne.